N'oubliez pas de liker la vidéo si vous appréciez notre contenu et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. C'est parti. Donc, bonsoir à tout le monde. C'est toujours un réel plaisir de vous avoir ce soir. Donc, pendant que Dr. Chouala Ferrara va faire entrer les gens progressivement dans la réunion, on va dire bonsoir déjà à tout le monde. C'est un réel plaisir de vous avoir aujourd'hui. Comme d'habitude, à cette séance de travail de Medical Mind. Donc, aujourd'hui, nous avons l'honneur de pouvoir échanger avec un de mes patrons, un patron personnel. Il m'a tenu en main, m'encadrer en groupe, m'enseigner la neurochirurgie. Malgré toutes les fautes que je peux commettre, il a toujours de la patience pour me guider, pour me montrer comment avancer doucement. Donc, vraiment, pour moi, c'est un réel honneur aujourd'hui de l'avoir parmi nous. C'est le docteur Bello Figui. Bonsoir, patron. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à Medical Mind. Merci beaucoup. Bonsoir. Là, vous me suivez déjà? On suit très bien, patron. D'accord. OK, c'est bon. Sur les lombosciatalgies. Donc, l'idée, justement, c'est de pouvoir faire le diagnostic, c'est de savoir à quel moment référer chez le spécialiste et aussi connaître, prendre la prise en charge initiale de la lombosciatalgie. C'est un sujet qui est particulièrement calé pour mon patron, Dr. Bello, parce qu'il a beaucoup travaillé dessus. Depuis le mémoire de fin de formation, il travaille sur le canal lombaire étroit et RACO, le lombosciatalgie, c'est un domaine pour lequel il nous enseigne tous les jours. Donc, j'invite tout le monde à être vraiment concentré, prendre vraiment de son temps, prenez de quoi noter, comme d'habitude, prenez de quoi noter, histoire de pouvoir ne rien rater, en fait, pendant toute cette séance. Donc, mais avant de continuer, je tenais à rappeler que tous les cours qu'on fait sur Medical Mind sont enregistrés et les vidéos sont publiées sur la page YouTube de l'association que je vous inviterai à visiter. Prenez le temps également de regarder la page Facebook pour les publications des différents ateliers qu'on aura à faire, la page Twitter également, ainsi que le compte LinkedIn. Abonnez-vous pour recevoir à chaque fois des notifications quand une nouvelle vidéo sera publiée. Et n'hésitez pas à visiter le site internet également, www.medicalmindinternational.org. Vous y verrez ce qui a été fait déjà et les futurs programmes sont en train d'être publiés au fur et à mesure. Donc, vous vous abonner et vous avez la possibilité de travailler avec nous, devenir membre de Medical Mind. Si vous n'êtes pas dans un groupe Medical Mind, vous pouvez nous faire le message et puis on va vous intégrer dans un des groupes dans lesquels on fait les différentes publications pour les différentes activités qu'on fait. Donc, nous sommes là pour vous comme d'habitude. Pour toutes les questions que vous avez, rapprochez-vous de nous, quel que soit le pays dans lequel vous vous trouvez, faites-nous signe. Et pour ceux qui posent la question souvent, est-ce qu'on fera les ateliers pratiques dans leurs différents pays aussi? Oui, c'est prévu. Medical Mind ne compte pas se limiter aux activités qu'on fait en ce moment. On a prévu faire tout ce qu'on fait, même les ateliers pratiques, dans tous les différents pays où on est écouté. Sénégal, Côte d'Ivoire, Gabon, Burundi, Mali, RCA, on y travaille en fait. On y travaille encore pour le moment. Donc, si vous avez des facilités pour nous, n'hésitez pas à nous faire signe. On va vous facilement accéder au secteur dans lequel vous vous trouvez. Donc, il est 8h15 dans quelques minutes. Je ne sais pas si mon patron a partagé l'écran. Merci beaucoup, Dr. Douala. Merci. Déjà, bonsoir, chers participants. Bonsoir à tout le monde. C'est un honneur et un plaisir pour moi de participer à cette plateforme scientifique d'échange que Medical Mind organise. Déjà, nous présentons nos excuses pour la semaine passée, dimanche. On devait passer dimanche, mais pour des raisons indépendantes de notre volonté, nous n'avons pas pu y participer. Qu'à cela ne tienne, notre présentation sera assez simple, assez précise et concise pour donner la place après aux discussions. Donc, le thème de cette soirée s'intitule Lombosciatalgie, diagnostic et prise en charge. Bien, dans les généralités, il faut savoir qu'est-ce qu'on appelle lombosciatalgie. En fait, la lombosciatalgie est un symptôme, ce n'est pas un diagnostic. La lombosciatalgie
nous retenons que c'est un symptôme, c'est donc une douleur sur le trajet du nerf sciatique. Alors, cette douleur sur le trajet du nerf sciatique est une douleur qui suit les dermatomes L5 et S1. C'est une douleur qui est dite de type neuropathique. Neuropathique, ça veut dire que c'est une douleur qui obéit aux critères de la DN4, c'est-à-dire la douleur neuropathique 4 qui veut qu'une douleur soit de type neuropathique lorsqu'elle obéit à au moins 4 critères, c'est-à-dire que c'est une douleur à type de crampe, une douleur à type de décharge électrique, à type de fourmillement. Les lombosciatalgies sur le plan anatomique, faut se rappeler sur le plan philosophique que le rachis, n'est-ce pas, il faut toujours le considérer comme un ensemble du contenant et le contenu. Le contenant, c'est cette armature ostéo-disco-ligamentaire inextensible chez le sujet adulte, et le contenu qui est fait en dessous de L2, qui est fait des racines, n'est-ce pas, nerveuses, qui constituent les racines de la queue de cheval. Sur le plan de la physiopathologie, on comprendra les lombosciatalgies, n'est-ce pas, comme un conflit radiculaire. Alors, ce conflit radiculaire peut être extracanalaire ou intracanalaire. Lorsqu'il est extracanalaire, ce conflit peut être en rapport avec le disque intervertébral, peut être en rapport avec les ligaments de la colonne vertébrale lombaire ou en rapport avec l'os. Généralement, on peut avoir une hypertrophie du ligament jaune, on peut avoir une hypertrophie des facettes articulaires qui viennent coincer la racine nerveuse à sa sortie. On verra sur le plan anatomique. Le conflit peut être aussi intracanalaire. Alors, lorsque le conflit est intracanalaire, généralement, il est dû à des processus expansifs intracanalaires. Ce conflit radiculaire sera à l'origine de la compression de la racine. Alors, cette compression de la racine va entraîner des phénomènes ischémiques et des phénomènes tissulaires qui vont aboutir à une dégradation de l'élément nerveux. Ce schéma est là pour nous représenter en fait ce que c'est que le contenant et le contenu. Vous voyez, le contenant, c'est une coupe axiale où on voit l'arc neural. En avant, on a le corps vertébral et en arrière, on a l'arc neural. Et à l'intérieur, on a, n'est-ce pas, le trou vertébral où vous avez l'élément nerveux, la moelle épinière, et puis vous avez les racines qui sortent au niveau des trous de conjugaison. Vous voyez que cette racine, elle est en rapport avec les pédicules en arrière, les facettes articulaires latéralement, le corps vertébral en avant et le disque intervertébral. Donc, tout élément intra- ou extracanalaire qui intéresse soit le disque, soit les facettes articulaires ou le ligament jaune, ou extracanalaire. Intracanalaire, c'est tout élément, toute tumeur qui peut être sur le trajet de ces racines-là pourra entraîner, n'est-ce pas, un conflit radiculaire à l'origine de la lombosciatalgie. Très bien. Ici, sur cet autre schéma, on voit le rapport qui est entre le contenant et le contenu. Vous voyez la racine qui sort dans le trou de conjugaison. On voit bien que cette racine est en contact en avant avec le disque intervertébral, en arrière avec les facettes articulaires. Donc, c'est cet élément-là qu'il faut bien comprendre entre le contenant et le contenu pour comprendre, n'est-ce pas, la notion de lombosciatalgie. Cet autre schéma, c'est pour nous montrer à gauche, on a une coupe de la vertèbre normale et à droite, on a une coupe d'une vertèbre dégénérative. Vous voyez comment la taille du canal se rétrécit dans un rachis dégénératif. Vous voyez cette hypertrophie des facettes articulaires qui viennent n'est-ce pas, réduire le canal lombaire. On va quitter d'un canal triangulaire à gauche à un canal en forme de trèfle à droite, qui peut expliquer, n'est-ce pas, l'origine compressive, l'origine du conflit entre l'élément contenant et le contenu radiculaire, à l'origine de la lombosciatalgie, qui reste un symptôme. Étant donc un symptôme, il faut savoir qu'il y a des causes de la lombosciatalgie. Alors, les causes de la lombosciatalgie peuvent être extracanalaires ou peuvent être intracanalaires. Les causes extracanalaires, nous avons en tête de file la hernie discale et le canal lombaire étroit. La hernie discale qui n'est autre chose que, n'est-ce pas, la hernie, une issue, n'est-ce pas, du noyau pulpeux, n'est-ce pas, à travers l'anneau fibreux qui va entrer en conflit avec la racine. On peut avoir le canal lombaire étroit
On a vu tout à l'heure, cette image nous montre à droite un canal lombaire étroit dégénératif qui peut être une étiologie de la lombosciatalgie. Nous avons également comme origine les déformations rachidiennes. Ces déformations rachidiennes peuvent être acquises ou congénitales. Les déformations rachidiennes acquises sont généralement ce qu'on appelle des scolioses dégénératives. Ce sont des scolioses qui vont entraîner une rotation de la colonne vertébrale sur le plan frontal et sur le plan sagittal. Et cette rotation sur le plan frontal et sur le plan sagittal peut coincer, n'est-ce pas, la racine. Et aussi, on peut avoir des inclinaisons latérales qui peuvent être aussi à l'origine, n'est-ce pas, d'un conflit au niveau de la racine. C'est aussi une cause des lombosciatalgies. Enfin, nous avons les fractures. On peut avoir des fractures, n'est-ce pas, qui peuvent entraîner un conflit avec les racines lombaires. Et également, en extracanalaire, nous avons ce qu'on appelle les spondylodiscites. Les spondylodiscites sont des infections du disque intervertébral. Ces spondylodiscites peuvent être à germe banal, ce n'est pas très fréquent, ou alors à germe atypique, qui est le plus fréquent, c'est notamment la spondylodiscite tuberculeuse, encore appelée mal de Pott. Lorsque cette spondylodiscite se trouve, n'est-ce pas, au niveau lombaire, en dessous de L2, L3, elle occasionne fréquemment des lombosciatalgies. À part les causes extracanalaires, nous pouvons avoir des causes intracanalaires. Dans les causes intracanalaires, c'est généralement les causes tumorales. En tête de file, nous retenons le neurinome ou schwannome, qui sont des processus tumoraux qui se développent à l'intérieur de la gaine de myéline et donc suit, n'est-ce pas, la racine et peut être à l'origine des lombosciatalgies. Nous pouvons également avoir des méningiums qui peuvent siéger également à ce niveau-là et qui sont généralement à l'origine des causes de lombosciatalgie. Bien, sur le plan diagnostique, premièrement, il faut une bonne anamnèse. Devant une lombosciatalgie, il faut une bonne anamnèse. L'âge, le sexe et la profession sont importants parce qu'on peut avoir des lombosciatalgies chez le jeune, des lombosciatalgies chez le sujet âgé ou chez l'adulte jeune. C'est très important. Les étiologies sont variées et peuvent être corrélées à l'âge. On peut également avoir le sexe. On sait que le canal lombaire étroit est plus fréquent chez la femme, la quarantaine en surpoids, qui a beaucoup accouché. La profession également. On sait que les professions fortes, les professions qui demandent, n'est-ce pas, beaucoup de manutention, peuvent être à l'origine d'une hernie discale et c'est important de le savoir. Les antécédents aussi. C'est bien de rechercher les antécédents de traumatisme ou les antécédents de pathologies peut-être tumorales pour lesquelles le patient est suivi. Toujours dans les antécédents, on recherchera le début et la durée des symptômes. Est-ce que c'est un début brutal ou c'est un début progressif? Généralement, le début brutal peut nous orienter vers une cause discale, alors qu'un début progressif peut nous orienter soit vers un canal lombaire étroit dégénératif ou une scoliose dégénérative ou alors un processus expansif. Alors, il faut rechercher, n'est-ce pas, il faut rechercher des troubles de le type de douleur. Alors, le type de douleur, il faudra caractériser, est-ce que c'est une douleur neuropathique et l'horaire, est-ce que c'est une horaire matinale ou alors une horaire inflammatoire ou mécanique. Généralement, les lombosciatalgies matinales avec dérouillage matinal nous orientent beaucoup plus vers une pathologie arthrosique, canal lombaire étroit, scoliose dégénérative, alors que les lombosciatalgies en fin de journée nous orientent beaucoup plus vers une cause inflammatoire et donc dans les ostéoarthrites ou alors les infections. Et souvent, dans la nuit, ça nous oriente vers des causes inflammatoires tumorales. Il faudra aussi rechercher est-ce qu'il y a des troubles sphinctériens, parce que les troubles sphinctériens sont un critère de gravité qu'on verra. Après l'anamnèse, on va rechercher les signes généraux, notamment l'état général. Il faut voir ce que l'état général est conservé, l'état général n'est pas conservé, qui sera considéré comme un critère de gravité. Rechercher un syndrome infectieux. L'examen physique va rechercher un syndrome vertébral lombaire. Ce syndrome vertébral va être mis en évidence par une attitude vicieuse du patient. On pourra avoir la palpation paravertébrale, le signe de la sonnette, qui est une douleur déclenchée lors de la palpation paravertébrale.
on va rechercher un déficit sensitif L5S1, un déficit sensitif L5S1, n'est-ce pas, avec la manœuvre de toucher piqué. On recherchera également un déficit moteur ici. On recherchera également, je vais parler un peu plus fort, on recherchera un déficit moteur. Le déficit moteur ici, L5S1, on va demander au patient de marcher sur les talons pour rechercher un déficit, n'est-ce pas, de L5 ou sur la pointe des pieds pour rechercher un déficit S1, qui est également un critère de gravité. On recherchera les réflexes. C'est très important parce que l'abolition du réflexe achilléen est un critère de gravité. Comme examen complémentaire, la radiographie du rachis peut être demandée pour des signes indirects. La tomodensitométrie permet de bien étudier le contenant, mais l'examen de choix, le gold standard, c'est l'imagerie par résonance magnétique. Alors, nous vous présentons ici quelques radios. De la gauche vers la droite, nous avons une IRM médulaire en coupe coronale qui vous montre là un processus expansif, intracanalaire entre deux pédicules. Là c'est un cas de schwannome vestibulaire qui est une étiologie, n'est-ce pas, de l'homocystalgie. Ensuite, nous avons une image de scanner. Là, c'est un myéloscanner qui montre des images de géodes intrasomatiques. C'est une image de spondylodicite tuberculeuse qui peut être une cause de l'homocystalgie. Alors, les deux images de droite, nous avons la première, nous avons une vertèbre en ivoire qui nous oriente, n'est-ce pas, vers une métastase d'un cancer de la prostate, qui peut être une cause également fréquente de l'homocystalgie du sujet âgé. Et puis, la dernière image à droite, on a une vertèbre borne. Vous voyez, on voit le pédicule d'un côté, mais de l'autre côté, le pédicule a disparu. Alors ça, c'est un signe indirect qui nous oriente vers une tumeur, un schwannome notamment. Donc, ces examens devant une lombocytalgie, on peut demander une radiographie du rachis lombaire et la radiographie du rachis lombaire peut nous orienter soit vers une pathologie extracanalaire ou une pathologie intracanalaire et l'IRM nous permettra de mieux étudier l'enzyme. Ici, nous vous présentons une des causes les plus fréquentes de lombocytalgie. À gauche, vous avez un myéloscanner où entre L4 et L5, nous avons une grosse empreinte qui bloque la progression, n'est-ce pas, de la colonne de contraste caractéristique de la hernie discale L4, L5. C'est une technique qui n'est plus de plus en plus utilisée. Elle est remplacée par l'image de droite où nous avons entre L4 et L5 une volumineuse hernie discale qui vient entrer en conflit avec la racine entraînant une lombocytalgie. Très bien. La prise en charge initiale, le but de la prise en charge, c'est de soulager la douleur, de rechercher l'étiologie, de prévenir les complications et d'assurer une réinsertion socio-professionnelle. Donc, tout dépend de est-ce qu'on reçoit le patient en période douloureuse ou alors est-ce qu'on reçoit le patient pour une recherche étiologique ou alors il a déjà été traité parce que vous pouvez aussi recevoir le malade après qu'il a été traité. Et ça, c'est le but du traitement. Les moyens et méthodes, nous avons les moyens médicaux. Généralement, c'est les antalgiques, premier palier, deuxième palier. C'est les anti-inflammatoires non stéroïdiens. C'est les myorelaxants, les anti-épileptiques, notamment la prégabaline, la carbamazépine. C'est le repos au lit. Nous avons des méthodes physiques, notamment la physiothérapie, l'électrostimulation, qui permettent de contrôler la douleur, n'est-ce pas, par la stimulation électrique transcutanée avec la théorie de gate control que vous avez appris en deuxième année. Et enfin, nous avons les méthodes chirurgicales qui permettent de décoincer la racine qui est en conflit en fonction, n'est-ce pas, de l'étiologie. On peut utiliser des recalibrages canalaires, on peut utiliser des dissectomies qui peuvent se faire soit à ciel ouvert, soit par endoscopie. On peut faire des laminectomies décompressives en cas de processus expansif intracanalaire. Les indications, le traitement médical et physique, c'est généralement le traitement de première intention pour des lombocytalgies non déficitaires simples. Là, on peut procéder au traitement médical et chirurgical. Par contre, le traitement chirurgical, il est réservé pour des lombocytalgies déficitaires ou alors des lombocytalgies qui résistent au traitement médical bien conduit ou alors lorsque le bilan est
nous montre que la cause de cette diapositive, ce sont les critères de gravité, ce qu'on appelle les drapeaux rouges. Ces critères de gravité, devant une lombosciatalgie, ce qu'il faut rechercher, ce sont ces drapeaux rouges-là. C'est ces drapeaux qui vont vous permettre de classer une lombosciatalgie grave qu'il faut référer et une lombosciatalgie simple qu'on peut mettre en route un traitement au niveau du médecin généraliste. Alors, le sujet jeune est un critère de gravité parce que le sujet jeune, on peut avoir des pathologies tumorales chez le sujet jeune ou alors des spondylodycie tuberculeuses. Le sujet âgé, parce que c'est là où on a des pathologies, des métastases vertébrales. Donc, lorsque vous avez un sujet jeune, moins de 10 ans ou 20 ans, qui se plaint de lombosciatalgie, il faut faire très attention. Si vous avez un papy de 65 ans, 70 ans qui était bien et qui vient se plaindre de lombosciatalgie, il faut faire attention. Par contre, le sujet de 30-40 ans qui vient se plaindre de lombosciatalgie, généralement, ça, dans ce qu'on appelle les lombosciatalgies communes, qui sont dues à une petite arthrose lombaire, c'est pas bien méchant. Bien. Ensuite, l'altération de l'état général. Toute lombosciatalgie associée à une altération de l'état général est un critère de gravité. Ce sont ces patients-là qu'il faudra chercher à référer chez le spécialiste. Le syndrome infectieux également est un critère de gravité. Une lombosciatalgie en contexte infectieux est un critère de gravité parce que les spondylodycites infectieux sont généralement très foudroyantes et peuvent se compliquer de septicémie qui peuvent être mortelles. Nous avons eu des cas dans le service déjà. Tout déficit moteur est considéré comme un critère de gravité. Donc, on a une lombosciatalgie L5-S1 déficitaire avec un steppage ou une marche sur pointe des pieds difficile. C'est un critère de gravité. Il faut référer rapidement ce patient pour qu'un geste soit posé. Sinon, lorsque le déficit est complet, alors la récupération est incertaine, voire irréversible. Ensuite, nous avons le caractère hyperalgique de la douleur, parce que le caractère hyperalgique de la douleur précède généralement le déficit moteur. Généralement, on les rencontre dans les hernies discales. Les hernies discales hyperalgiques est un critère de gravité, parce qu'après la douleur très forte, le patient va perdre la douleur, et quand il perd la douleur, le déficit moteur s'installe généralement. Et enfin, en cas de résistance au traitement médical. Donc, une hernie discale simple, en fait, une lombosciatalgie simple qui n'est pas d'origine tumorale ou infectieuse, chez qui vous avez mis un traitement conservateur qui, après 6 à 8 semaines, n'a pas de soulagement, ça devient un drapeau rouge et il faut référer le malade. Donc, voilà globalement ce qu'il faudra retenir sur les lombosciatalgies. Je reviens tout sur hernie discale parce que c'est une des principales causes de lombosciatalgie et il faudra être toujours devant cette lombosciatalgie, il faudra être systématique, la caractériser, voir quel dermatome est, rechercher les critères de gravité, n'est-ce pas, pour pouvoir bien stratifier le traitement. Sinon, vous allez poser la question comme le petit C qui demande où se trouve la Namibie et son papa demande à sa maman, et c'est elle qui cherche, qui range tout aussi parce que sa maman, elle est bien organisée. Alors, merci beaucoup pour cette présentation, bref, qui ouvre, n'est-ce pas, la porte à quelques questions, quelques discussions pour pouvoir clarifier un peu Lombosciatalgie, c'est un chapitre bateau, c'est un chapitre qui regroupe beaucoup de pathologies et nous avons voulu faire simple comme ça pour que ce soit précis, concis et pour qu'il y ait des messages importants à garder. Je vous remercie. S'il y a des questions, nous sommes disposés. Oui, merci beaucoup. Il y a une question. En fait, j'avais une question à vous poser. Merci, je vous écoute. Ok, suite à un accident de la rue que j'avais en 2017, j'avais des douleurs lombaires. Oui. Voilà. Mais au moment de l'accident, je n'avais pas fait un scanner. Mais 2 ans après, j'ai fait le scanner. On a trouvé un bombement discal au niveau du L4 et du L5. Oui. À ce moment-là, on m'a fait un traitement médical. Oui. Mais jusqu'à présent, ça persiste. Et au cours de 2 ans, j'ai fait encore un autre scanner. On me dit que j'ai un débord discal. Et on m'a dit que ça ne nécessite pas une intervention. J'ai fait un traitement médicamenteux. Et jusqu'à présent, les douleurs persistent. J'ai du mal à me lever le matin
Si je me courbe, ça fait très mal. Bon, je suis âgée de 34 ans. Je voulais savoir quel est votre diagnostic que vous me proposez, ce que vous me proposez vous. Parce que ça me tient à cœur et ça me fait très, très, très mal. D'accord, merci. Merci. Vous avez quel âge? 34 ans. 32? 34 ans. Vous avez 34 ans. Ok, très bien. Généralement, ce qui se passe, c'est que le débord discal, ça, c'est un diagnostic radiologique. Et le diagnostic radiologique n'est pas souvent corrélé à la symptomatologie. Et les douleurs que vous décrivez sont beaucoup plus des douleurs mécaniques. Et à la suite de votre accident, c'est vrai, on peut avoir une petite faiblesse ligamentaire qui a entraîné ce qu'on appelle un déséquilibre sagittal. Donc, ce qu'il faut faire pour vous, pour vos douleurs, c'est de refaire un bilan qui n'a pas encore été fait. Il y a ce qu'on appelle, les équilibres pelviens qu'il faut faire, c'est-à-dire que faire une radio complète de la colonne vertébrale qu'on appelle un télérachis et mesurer, n'est-ce pas, il y a des angles qu'on va mesurer. Il y a ce qu'on appelle la version pelvienne et la pente sacrée chez vous. Donc, ce sont ces paramètres-là. Il faudra vous rapprocher d'un neurochirurgien pour rechercher ce qu'on appelle les équilibres sagittaux. Il faut donc faire ces équilibres. C'est en fonction de ça qu'on pourra poser votre diagnostic et savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour vous. En fait, vous n'avez pas fait le bon examen. La radio ne suffit pas, le scanner ne suffit pas. Le bombement discal, la protrusion discale n'explique pas les douleurs que vous avez. Pour faire votre diagnostic, retenez, il faut faire ce qu'on appelle des examens dynamiques. On doit vous faire des clichés en flexion, extension, et on doit mesurer certains paramètres pelviens. Ce n'est qu'une fois qu'on aura fait ces mesures-là qu'on pourra savoir exactement quelle est votre caractéristique vertébrale et vous donner un traitement qui va avec. D'accord, docteur. Merci beaucoup. Là, je vois, il y a des questions. Daryl Douala, merci pour la présentation. S'il vous plaît, est-ce que de façon clinique, on peut faire la différence entre une atteinte L5 et S1? Si oui, lesquelles? C'est une très bonne question. Effectivement, on peut faire la différence entre une atteinte L5 et S1 sur le plan clinique. La symptomatologie, la lombocytalgie L5, c'est une douleur qui irradie vers le gros orteil. Et la lombocytalgie S1, c'est une douleur qui irradie vers le talon. Et lorsqu'il s'agit des cas graves, on aura, en cas de hernie discale L5, on aura un déficit de la dorsiflexion et en cas d'impossibilité de marcher sur les talons, et en cas de déficit S1, on aura un déficit de la flexion plantaire, c'est-à-dire impossibilité de marcher sur la pointe des pieds. Donc, on peut faire la différence clinique sensitive et clinique motrice pour les hernies discales L5 et S1. L5 sensitif, c'est le gros orteil. S1 sensitif, c'est le talon. Et L5 moteur, c'est impossibilité de marcher sur les talons. S1, c'est impossibilité de marcher sur la pointe des pieds. Bien, Monsieur Tony Bidjek, merci docteur pour la présentation. Quels sont les signes? Quels sont les signes ou est-ce qu'il y a des signes pathognomoniques d'une lombocytalgie si nous ne disposons pas de scanner? Comme je l'ai dit, le diagnostic de la lombocytalgie n'est pas un diagnostic radiologique, c'est un symptôme. C'est comme si vous me demandez, est-ce qu'on peut faire le diagnostic de la fièvre comme ça? Pour faire le diagnostic de la fièvre, le patient chauffe et avec le thermomètre, on a la température. La lombocytalgie, c'est une douleur. Donc, on n'a pas besoin de scanner pour faire le diagnostic de la lombocytalgie. C'est clinique. L5, S1. On n'a pas besoin de scanner. Merci pour la présentation. Ça, c'est Abakar, je voudrais bien savoir à quoi renvoie exactement cette classification. Merci beaucoup. C'est une très bonne question. Écoutez, généralement, les lombalgies, ce n'est pas la même chose que des lombocytalgies. Quand on parle de lombalgie, on différencie généralement entre les lombalgies communes et les lombalgies symptomatiques. Voilà. Les lombalgies communes sont des lombalgies qui sont dues à une arthrose banale, une arthrose simple. Par contre, les lombalgies symptomatiques sont des lombalgies chez qui vous avez retrouvé les drapeaux rouges
chez qui vous avez retrouvé des critères, par exemple une altération de l'état général, un déficit moteur associé, une fièvre, voilà. Ça, c'est une lombalgie symptomatique. Ça veut dire qu'elle est symptôme d'une pathologie sous-jacente. Par contre, les lombalgies communes sont des lombalgies simples. Donc, c'est ça la classification. Monsieur Denis Zomo, une dame se plaint auprès de moi pour douleur au pli, dans le pli poplité. La douleur s'installe quand il fait froid et suit le trajet sciatique de façon rétrograde. Qu'est-ce que cela peut bien être? Généralement, il faut faire attention. Les douleurs les lombosciatalgies, la douleur est généralement de proximale à distale. Par contre, lorsqu'on a une douleur rétrograde, c'est-à-dire de proximale à distale, il faut exclure une artériopathie oblitérante des membres inférieurs. Voilà, il faut exclure ça, bien voir. Sinon, la douleur, faut bien caractériser cette douleur. Est-ce qu'elle est à type de crampe, à type de décharge électrique? Par contre, si cette douleur est le creux poplité en arrière et elle est rétrograde, il faut rechercher, n'est-ce pas, les signes d'artériopathie oblitérante des membres inférieurs. Il faut palper le pouls pédieux, le pouls tibial postérieur de façon comparée. Une piste de solution. Abdulaziz, je suis résident en rhumatologie. J'aimerais savoir la place de la corticothérapie en cas de syndrome de la queue de cheval déficitaire en attente d'une chirurgie. Bon, effectivement, la corticothérapie, c'est un sujet, il n'y a pas d'évidence-based médecine, mais on sait que la corticothérapie peut diminuer un peu l'œdème inflammatoire dans les cas de syndrome de la queue de cheval. Selon la queue de cheval, c'est une urgence neurochirurgicale. Il faut rapidement décomprimer. Et en attendant, on peut faire des bolus de corticothérapie pour diminuer un tout petit peu l'œdème neuronal. Effectivement, ça a sa place, mais ça ne doit pas retarder la chirurgie. OK. Monsieur Emosiato, bonsoir. Merci pour le partage. Merci beaucoup à vous. Docteur Abdulaziz, autre question, c'est quoi la différence entre spinalgie palpatoire et signe de la sonnette? Bon, globalement, c'est la même chose. Signe de la sonnette, c'est des douleurs lorsqu'on presse paravertébrale. Ça, c'est presque la même chose. Il n'y a pas de différence. OK, il y a une autre question de Guanfo Josiane. Thank you, doctor, for this presentation. Even that lumbosciatica is not a symptom clinically, like during a clinical rotation exam. Should we list the probable cause or instead depend? Should we list the probable causes instead depending for an example age? Non, la lumbosciatalgie est un symptôme. La lumbosciatalgie est un symptôme. La lumbosciatalgie est un symptôme. C'est un malade qui se plaint d'une douleur qui irradie from bottom to lower limb. C'est une douleur qui irradie, n'est-ce pas, du bas du dos vers le membre inférieur. Et sur le plan clinique maintenant, on peut rechercher est-ce qu'il y a des déficits sensitifs ou moteurs, mais la lumbosciatalgie est un symptôme parce que c'est des signes subjectifs. Bonjour, ça c'est Monsieur Amadou qui nous envoie de son iPhone une question. La place de la kinésithérapie dans les lumbosciatalgies. Comme nous l'avons dit, la kinésithérapie a une place dans les lumbosciatalgies simples, c'est-à-dire les lumbosciatalgies où il n'y a pas de critères de gravité, pas d'altération de l'état général, pas de déficit neurologique, pas de syndrome infectieux. Les lumbosciatalgies simples, oui, la kinésithérapie a une place associée au traitement médical. Question de Monsieur Raymond Zongo. Merci pour votre présentation. Quels sont les risques de chirurgie en cas de lumbosciatalgie? Les risques lumbosciatalgie, il faut savoir qu'il n'y a pas une chirurgie pour la lumbosciatique. La lumbosciatique est un symptôme. Maintenant, tout dépend de la cause de la lumbosciatique. Est-ce que c'est dû au canal lombaire étroit? Est-ce que c'est dû à une hernie discale? Est-ce que c'est dû à une tumeur? Est-ce que c'est dû à un neurinome? Est-ce que c'est une spondylodycite? Donc, le risque de la chirurgie sera lié au risque de l'étiologie. On ne parle pas de risque de la chirurgie de lumbosciatalgie, mais on parle de risque
pour un canal lombaire étroit, oui, risque pour une hernie discale, risque pour une tumeur. Généralement, c'est des risques qui peuvent être anesthésiques, qui peuvent être chirurgicaux. Généralement, lorsque le malade a des comorbidités, on peut avoir des risques d'infection, on peut avoir des risques de descente de la plaie, on peut avoir des risques post-opératoires et sur le plan neurologique, ça peut arriver, on peut avoir des brèches de la dure main, ça c'est des risques qui peuvent arriver, mais tout dépend du type de chirurgie pour lesquels l'indication est posée. Ensuite, c'est M. Igor Ngidjo. Merci pour la présentation. Dans les cas de lombocytalgie, dans les cas de lombalgie commune due à une arthrose débutante via la radio du rachis lombaire chez un sujet jeune, quelle est la prise en charge juste médicale, antalgique, physiothérapie? Oui, vous avez répondu. Lorsqu'on a une lombalgie commune chez un sujet jeune, en plus le traitement il est médical, antalgique, physiothérapie. Mais je vous conseille de plus en plus de rechercher les paramètres pelviens. Donc, lorsque vous avez une lombalgie, faut référer votre et que ça dérange beaucoup le malade, ça altère la qualité de vie, il faut renvoyer le malade chez un chirurgien du rachis qui va évaluer les paramètres pelviens. Donc, devant une lombalgie chez un sujet jeune, il faudra suivre parce qu'on a ce qu'on appelle les scolioses idiopathiques du jeune. Ces scolioses idiopathiques du jeune peuvent évoluer et se compliquer. Donc, devant des douleurs lombaires chez le jeune qui altèrent sa qualité de vie, nous vous recommandons de le référer à un chirurgien du rachis pour pouvoir évaluer les équilibres pelviens, mesurer les angles de Cobb, la mesure du disque et puis faire des examens dynamiques pour pouvoir surveiller ce rachis-là. Bien. Monsieur Samuel Mba qui pose la question, merci. Comment donner les corticoïdes en aigu, lequel? Bon, généralement, nous, on n'a pas l'habitude de donner de corticothérapie, mais bon, ça dépend. Si c'est une lombalgie simple, on n'a pas besoin de corticothérapie. Par contre, lorsqu'on a un syndrome de la queue de cheval, oui, on peut donner des bolux de solumédrol à forte dose. Généralement, c'est du méthylprénisolone qu'on donne en des bolux de 240 mg. Madame Aïssa Toussa, bonjour. Pouvez-vous revenir sur le traitement médical des lombocytalgies? Merci. Le traitement médical des lombocytalgies est un traitement qui est réservé pour des formes simples, c'est-à-dire des formes non déficitaires, où il n'y a pas de syndrome infectieux, il n'y a pas d'altération de l'état général et la douleur, elle n'est pas hyperalgique, c'est-à-dire l'échelle de la douleur peut être comprise entre 5 et 6. Alors, le traitement médical associe un antalgique, associé à un anti-inflammatoire, lorsqu'il y a des douleurs neuropathiques, un anti-épileptique. Généralement, on utilise ce qu'on appelle l'analgésie balancée ou l'analgésie multimodale. C'est très bien parce qu'on associe plusieurs antalgiques avec des voies d'action différentes et des mécanismes d'action différents. Ça permet de réduire le nombre de doses et de réduire la quantité de médicaments. Vous pouvez associer, n'est-ce pas, un antalgique de palier 2 comme de la codéine associée à un anti-inflammatoire, comme une célécoxib associée à de la prégabaline. Voilà globalement comment vous pouvez prescrire le traitement médical. Bien sûr, vous pouvez associer aussi un myorelaxant. Donc voilà généralement les médicaments qu'on peut utiliser. Bonsoir, docteur. Merci pour la présentation. J'aimerais savoir, là c'est docteur Boudot. J'aimerais savoir les indications de la dyskolyse pour la prise en charge. Peut-on utiliser dans tous les cas de hernie discale? D'accord. Merci beaucoup pour la question. Cette dyskolyse-là, généralement, ça dépend de l'équipement qu'on a au bloc opératoire et ça dépend généralement de l'indication. Généralement, lorsqu'on a affaire à de toutes petites hernies discales et lorsqu'on peut avoir du matériel d'endoscopie, n'est-ce pas, on peut faire des injections intradiscales. Mais lorsqu'on a de volumineuses hernies discales qui sont exclues, ça, ce n'est plus une indication. Généralement, c'est réservé aux toutes petites hernies discales qui sont bien circonscrites et qui ne sortent pas à travers les trous de conjugaison. Excusez-moi. Oui. Que pensez-vous de l'utilisation des médicaments comme
le nucléo-CMP dans le cas des lombocytalgies ou bien dans le cas des arthroses? D'accord, merci beaucoup. Ma question, ma réponse, elle est très nette. Il n'y a pas d'indication du nucléo-CMP dans les cas de lombarthrose. Ça n'aide pas les lombarthroses, c'est quelque chose d'ostéo-disco-ligamentaire. Donc, le nucléo-CMP n'a pas une action au niveau de lombarthrose. Par contre, le nucléo-CMP peut un peu aider dans les cas de lombocytalgie, mais ce n'est pas evidence-based. C'est pas evidence-based. Moi, classiquement, j'utilise le nucléo-CMP un peu placebo chez des malades qui ont des lombocytalgies simples et où je n'ai pas posé une indication chirurgicale. Dans ce cas, je peux mettre un antalgique et j'associe du nucléo-CMP, un peu à but placebo. Généralement, les malades, ils aiment bien ça. C'est ça. Mais lorsque une indication est chirurgicale, ça n'a pas de place. Et il n'y a pas d'évidence base. Si le malade peut acheter, il achète. Si le malade ne peut pas acheter, ce n'est pas la peine de prescrire. D'accord. Et pour les myorelaxants? Non, les myorelaxants, ils ont une place. Les myorelaxants, ils ont une place de choix, surtout lorsqu'on a un syndrome rachidien important. Lorsqu'on a un syndrome rachidien, les myorelaxants ont une place de choix, mais il ne faut pas dépasser 10 jours. D'accord. Merci beaucoup, docteur. Je vous en prie. D'accord. Bonjour, ça c'est M. Yannick. Quel patient doit-on envoyer chez le neurochirurgien? Quel patient envoyer chez le rhumatologue? Ça, c'est une très bonne question. En principe, toute lombocytalgie, toute lombalgie est d'abord vue par le rhumatologue. Et c'est dans des formes chirurgicales que le rhumatologue envoie chez le neurochirurgien. OK, il y a des questions compliquées de M. Cripps. Thank you, doctor, for the presentation. It is possibly or success with only medical management in lumbosciatica due to ante or retrolisthesis. Ça, c'est déjà une question de spécialité. Généralement, tout dépend du grade. Lorsque on a un lumbosciatalgie associé à un ante ou un retrolisthésis de moins de 2 mm, sans translation latérale, avec un équilibre sagittal normal, le traitement médical marche. Donc, lorsque vous avez une lumbosciatalgie avec un retrolisthésis, il faut mesurer la distance de ce retrolisthésis lorsqu'il est inférieur à 2 mm et lorsque les équilibres pelviens sont normaux, alors le traitement médical seul suffit. Merci pour la présentation. C'est Nikez Anjembe. J'aimerais savoir si vous associez le sport dans la prise en charge au pays, natation, gymnastique. Oui, nous associons le sport, notamment la natation, mais après la crise douloureuse. Après la crise douloureuse. Ensuite, Ami Panji Arnaud. Merci, docteur, pour la présentation. Place des infiltrations dans la prise en charge de lumbosciatalgie. Les infiltrations ont effectivement une place dans les lumbosciatalgies non déficitaires et ces infiltrations marchent lorsqu'elles sont écho ou scano-guidées. Effectivement, elles ont une place dans le traitement conservateur des lumbosciatalgies, surtout lorsque c'est un sujet qui est inopérable ou lorsqu'il n'y a pas de déficit neurologique. D'accord. Ça, c'est un copain qui nous a envoyé depuis son iPhone. Bonsoir, docteur. Merci pour la présentation. S'il vous plaît, pensez-vous des infiltrations articulaires et des glucosamines? Bon, j'ai déjà répondu à la question des infiltrations. Les glucosamines, il n'y a pas d'évidence base. Il semblerait que ces glucosamines aident un peu à la régénération du cartilage, mais pour qu'ils puissent avoir une efficacité, il faudrait prendre les glucosamines pendant 2 à 3 mois. Si le patient prend pendant 1 mois, on n'aura pas un bénéfice. Je crois que j'ai survolé, je crois que nous avons survolé toutes les questions dans le forum. Je ne sais pas si vous avez, s'il y a encore quelques inquiétudes. Le patron, il y a Aïssa Toussa qui a levé la main. Oui. Excusez-moi, docteur. En fait, lorsque je prends en charge des malades ayant
lombosciatalgie avec un antalgique de palier 2, un anti-inflammatoire et un myorelaxant, notamment le Distrem ou le Murel. Je me rends compte qu'ils ont en fait, il y a une régression de la douleur pendant le traitement, mais dès que les comprimés s'arrêtent, dès que le traitement prend une pause, ça revient en fait. Voilà. Chez ces malades-là, il faudrait compléter leur bilan. Il faudrait compléter leur bilan après avoir fait 4 à 6 semaines de traitement. Donc, si vous avez fait déjà 4 à 6 semaines de traitement et que la douleur revient à la fin du traitement, il faudrait compléter le bilan. Il faudrait faire une IRM de la colonne vertébrale et puis l'envoyer chez un chirurgien du rachis pour qu'on puisse mesurer, n'est-ce pas, ce qu'on appelle les paramètres pelviens. Ah, donc il faut 4 à 6 semaines de traitement parce qu'habituellement, je fais 15 jours ou 1 mois maximum. Il faut aller jusqu'à 1 mois, c'est déjà bien. 4 à 6 semaines de traitement, c'est bien. Il faut aller jusqu'à, surtout lorsque le patient n'a pas de déficit. C'est très important. Si on n'a pas de déficit, il a mal, vous pouvez aller jusqu'à 1 mois à 6 semaines de traitement. Si malgré ça, il a toujours mal, il faudra compléter ses examens. Il faudra faire une IRM ou alors l'envoyer chez un chirurgien du rachis pour qu'on puisse faire ce qu'on appelle des équilibres pelviens. C'est un peu un niveau au-dessus et ça, c'est pas encore l'apanage surtout chez les non-chirurgiens du rachis, mais c'est important. De plus en plus, je vous invite à lire sur les équilibres pelviens. Ça va beaucoup vous édifier. Vous allez voir que la colonne vertébrale seule ne se conçoit que si l'on l'associe, n'est-ce pas, au pelvis. Parce qu'on a des angles qu'on mesure et en fonction de ces angles-là, on peut savoir si le rachis est déséquilibré ou pas. Ok, je vais faire ça alors parce que sûrement le temps de prise était insuffisant, c'est pourquoi j'avais ce résultat-là. Je vais essayer de vous ramener à 1 mois ou 1 mois et demi, comme vous avez dit. Et associer aussi de la prégabaline parce que ce sont des douleurs qui sont dites mixtes, inflammatoires et neuropathiques. Si vous donnez seulement un myorelaxant, antalgique, anti-inflammatoire, vous allez prendre en charge la douleur partiellement. Il faut associer de la prégabaline. D'accord. Vous pouvez commencer à 75 mg par jour et augmenter après 5 jours à 150 mg. D'accord. OK. Et si je la prégabaline dosée à 100, donc je peux mettre un seul comprimé pendant… Un seul comprimé pendant 5 jours, le temps qu'il s'habitue, et puis ensuite, passer à un matin, un soir, si la douleur ne cède pas. D'accord, merci beaucoup. OK. S'il vous plaît, pour les questions orales, je vais vous présenter avant de poser la question. Merci. Il y a 2 personnes qui ont levé la main également. Josiane. Bonsoir, docteur. Merci pour la présentation. Ma question, c'est, il y a souvent cet embarras pour formuler le diagnostic pendant, par exemple, un examen clinique, pendant les rotations cliniques. Si après avoir pris l'observation médicale, si le patient présente avec une lombosciatalgie, étant donné qu'une lombosciatique n'est pas un diagnostic, comment est-ce qu'on peut formuler le diagnostic sans avoir des examens paramédicaux? Tout à fait. D'accord. Okay. Il faudra regrouper cette lombosciatalgie, faire un résumé syndromique. Ça veut dire, est-ce que la lombosciatalgie s'associe avec un syndrome rachidien? Est-ce que la lombosciatalgie est déficitaire? Est-ce qu'il y a autre chose? Parce que le malade, s'il ne présente qu'une lombosciatalgie, et c'est un sujet peut-être 40-50 ans, dans ce cas, il faut faire un résumé syndromique. Ça veut dire qu'on a un syndrome sous-lésionnel, c'est une lombosciatalgie, on a un syndrome vertébral, et devant dans ce syndrome sous-lésionnel et un syndrome vertébral, vous pouvez penser à le début de la symptomatologie. Le diagnostic, c'est un ensemble, hein. Motif de consultation, anamnèse, antécédent, examen physique, c'est tout ça que vous mettez ensemble pour pouvoir avoir un résumé syndromique. Et maintenant, ce résumé syndromique, là, vous pouvez avoir une hernie discale. Vous pouvez dire en diagnostic, on n'a pas besoin du scanner ou de l'IRM pour évoquer le diagnostic de hernie discale.
Un malade qui vient pour une douleur brutale, avec un syndrome vertébral, avec signe de la sonnette, un LASEK positif, et puis il a une lombosciatalgie unilatérale, on pense en premier lieu à une hernie discale. Par contre, si c'est un malade un peu sujet âgé qui vient pour les lombosciatalgies bilatérales, avec une réduction du périmètre de marche qu'on appelle claudication neurogène, et un syndrome rachidien, on pense d'abord à un canal lombaire étroit. Voilà. Par contre, si c'est un malade qui vient avec une altération de l'état général, sujet âgé et tout, on peut penser à une lombosciatalgie symptomatique. Maintenant, les symptômes pouvant être soit une métastase, soit une infection. Vous voyez un peu? Allô? Oui, docteur. Oui, docteur. Voilà, c'est comme ça qu'il faut formuler votre diagnostic. La lombosciatalgie seule n'est pas importante. Il faut mettre cette lombosciatalgie avec l'ensemble de votre observation médicale pour avoir un résumé syndromique. Et c'est de ce résumé syndromique-là que vous donnez vos hypothèses diagnostiques. Et je vais donner les étiologies de la lombosciatalgie. Maintenant, comme c'est un sujet vaste, on ne peut pas détailler, parce que la hernie discale, c'est un autre chapitre, canal lombaire étroit, c'est un autre chapitre, métastase, c'est un autre chapitre, tout ça sont des causes de lombosciatalgie. Donc, c'est comme si vous me demandez la cause de la fièvre, c'est très vaste. Donc, c'est à vous, dans votre observation médicale, avoir un résumé syndromique pour sortir des hypothèses diagnostiques. Et maintenant, vous avez des bilans radiologiques que vous allez demander pour confirmer ou infirmer vos hypothèses diagnostiques. Bonsoir, docteur. Moi, c'est docteur Traoré, médecin généraliste depuis le Burkina Faso. Et d'abord, je veux vous remercier pour la présentation. C'était une présentation très riche et ça nous a permis quand même de comprendre beaucoup de choses en rapport avec la lombosciatalgie. Maintenant, ma préoccupation, c'est en rapport avec les ceintures. Voilà, de façon pratique, on voit souvent des gens devant des tableaux de lombosciatalgique, on voit qu'il y a le port des ceintures qui est généralement recommandé. Voilà. Maintenant, je voulais savoir quel rôle important joue le port de la ceinture dans la prise en charge des lombosciatalgiques. Est-ce que c'est nécessaire ou il y a des conditions d'abord pour le port de ceinture? Merci bien à vous. D'accord, merci beaucoup. C'est une excellente question. Je vous remercie déjà pour cette question qui va nous permettre de mettre un peu de l'eau dans notre moulin. C'est une très bonne question. L'intérêt de la ceinture dans les lombosciatalgies est une très bonne question. Déjà, il faut savoir que chez l'adulte où la colonne vertébrale ne grandit plus, la ceinture ne peut pas éviter la progression de la déformation rachidienne. Généralement, les seules indications du port de la ceinture chez l'adulte, c'est généralement lorsqu'on a un rachis traumatique. Donc, lorsque vous avez un rachis traumatique qui est à l'origine des lombosciatalgies, on peut avoir des petites fractures stables, L4, L5, qui ne demandent pas un traitement chirurgical, mais parfois on peut avoir de lombosciatalgie. Dans ce cas, on peut mettre une ceinture lombaire ou un corset pour permettre la fusion et puis l'enlever. Mais lorsque la lombosciatalgie, elle est dégénérative, c'est-à-dire elle est due à une pathologie dégénérative comme un canal lombaire étroit, une scoliose dégénérative, la place de la ceinture n'a pas de place. La ceinture ne va rien faire, sauf si le sujet est un peu âgé, peut-être 75 ans, 80 ans. Oui, on peut assurer un peu le confort parce que si vous mettez une ceinture chez un adulte jeune, cette ceinture va plutôt affaiblir la sangle abdominale et va contribuer à aggraver, n'est-ce pas, son équilibre pelvien. Donc, je reviens encore sur la notion d'équilibre sagittal, d'équilibre pelvien. Lorsqu'on a des lombosciatalgies, chez l'adulte, il faut mesurer les angles. Il faut mesurer ce qu'on appelle l'incidence pelvienne et la pente sacrée. Ça va nous permettre d'évaluer la lordose et de comparer à la lordose physiologique pour tel ou pour ce patient et savoir est-ce que ce patient est équilibré ou déséquilibré. Lorsque le patient est équilibré, on n'a pas besoin de ceinture. Lorsque le patient est déséquilibré, on évalue son déséquilibre et on peut lui faire des chirurgies correctrices pour ça. Mais la ceinture n'a pas de place. Elle peut avoir une place chez le rachis traumatique. Par contre, chez le jeune, oui, le jeune qui est encore
qui est encore en croissance, la ceinture, les corsets peuvent aider à rééquilibrer sa colonne vertébrale le temps de sa croissance. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, merci beaucoup, docteur. Vous avez parfaitement répondu à la question. Je vous remercie. Merci beaucoup. Docteur, il y a des questions dans le chat. D'accord, de la dernière question, docteur Ami Panji Arnaud, je reviens sur le traitement anti-inflammatoire. Est-ce que ce dernier peut aller jusqu'à 1 mois vu les complications? Oui, on peut aller jusqu'à 1 mois de traitement anti-inflammatoire. Généralement, il y a des anti-inflammatoires qu'on appelle les COX-2 qui sont moins agressifs. Et lorsqu'on va aller loin, on peut associer, n'est-ce pas, des inhibiteurs de la pompe à proton. On peut aller jusqu'à 1 mois d'anti-inflammatoire, mais il faudra surveiller. Et il faudrait compléter le bilan et bien parler aux malades parce que 1 mois de traitement, c'est beaucoup, mais on peut y aller avec. J'aimerais savoir comment mettre en évidence le signe du LASEC d'une lombocytalgie. Bon, je sais qu'il y a le signe du LASEC. Le patient, il est en décubitus dorsal et on soulève, n'est-ce pas, le membre inférieur. Il est maintenu horizontal et on le soulève progressivement pour le mettre à la verticale. Et on mesure l'angle. On mesure l'angle qui va déclencher la douleur. Et on note cet angle-là. Finalement, c'est le signe du LASEC. Et lorsque chez un sujet normal, on peut avoir jusqu'à 90 degrés. Mais lorsqu'on a une grosse hernie discale, on peut avoir une douleur qui apparaît déjà à partir de 30 ou 45 degrés. Il y a une autre question de Douala Daril. J'aimerais savoir un peu plus sur les médicaments dans le traitement des arthroses. Je ne connais pas ce médicament-là, Piasclédine 300. Non, je ne connais pas ce médicament, désolé. S'il vous plaît, docteur, quand se tiendra la prochaine présentation, c'est docteur Douala qui s'occupe de ça. Merci, docteur. S'il vous plaît, en cas de mal de pote entraînant une déformation de la colonne vertébrale sans lombocytalgie, devrait-on voir, oui, le mal de pote qui entraîne une déformation, il faut voir le neurochirurgien parce qu'il faut stabiliser la colonne vertébrale. La lombocytalgie seule n'est pas une indication de neurochirurgie, mais on a aussi la déformation vertébrale qui est une indication de chirurgie. Il faut voir le neurochirurgien pour ça. Bonsoir, docteur. Merci pour la présentation. S'il vous plaît, que pensez-vous des infiltrations? Bon, ça, on a déjà répondu à cette question-là. D'accord. Bon, je pense qu'on a déjà fait pratiquement, c'était 18h, 19h, on est déjà à 1 heure de présentation. Je ne sais pas s'il n'y a plus de questions, le modérateur peut reprendre la parole s'il n'y a plus d'autres questions. Ok, s'il n'y a plus de questions, alors on va clôturer. Je vais commencer par dire merci au docteur Bello, notre cher maître, qui a pris de son temps pour nous parler de la lombocytalgie. Merci aux différents participants qui ont pu tenir jusqu'à la fin de la présentation. Je vais rappeler parce qu'il y en avait beaucoup qui n'ont pas pu assister parce qu'il y avait une limitation au niveau des participants, que les cours sont disponibles au niveau de la page YouTube du Medical Mind. Tous les cours sont enregistrés et disponibles là-bas, donc vous pouvez toujours les consulter si vous avez des incompréhensions, si vous avez raté une partie, et même pour ceux qui n'ont pas pu se connecter. Le département de chirurgie a un atelier qui est prévu pour le mois de mars sur les attelles, la pose d'attelles indication et pose des attelles plâtrées. Donc, en fin de semaine ou plus tard, vous aurez les Google Forms pour les inscriptions et donc soyez en alerte. On va partager cela dans le groupe WhatsApp. Donc, je vais dire bonne soirée à tous et à bientôt sur Medical Mind Online. Merci.
OK, merci beaucoup. Excellente soirée et bye bye.